Ah, euh, ok, donc là je vais essayer de faire un. Mon objectif dans cet enregistrement, c'est de tenter de faire une liste de mes travaux de recherche en tant qu'artiste que j'ai menés ces dernières années et d'essayer de trouver une cohérence là-dedans. La question c'est de comprendre comment je pourrais... Est-ce qu'il y a une unité derrière ces pratiques? Je suspecte que oui, donc il s'agit de le comprendre. Et en même temps, c'est comme si je n'avais pas de recul sur mes pratiques. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été aussi désiré. Ça veut dire qu'il y a ces pratiques-là que je vais pouvoir explorer, mais il y a aussi quelque part une sorte de méta-pratique. Hein. Ça veut dire qu'il y a aussi... ces pratiques semblent être liées aussi à des métasystèmes, en fait, que j'ai pas... Enfin, que j'ai pu théoriser à des moments donnés, mais que j'ai pas pu, comment dire, enregistrer, en fait. Où je les ai enregistrés, mais justement, pas dans ma mémoire immédiate, en tout cas. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit pour l'instant. Donc, j'ai noté quelques points et je vais détailler chacun des points. Donc, d'abord, j'ai dit à la recherche de nouveaux médiums. Oui, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai senti, donc à la fin de mon école d'art qui s'est finie il y a 5 ans, je sentais que les médiums que j'utilisais, qui sont des médiums, on va dire, traditionnels, comme étant, par exemple, l'image, le son, l'écriture, l'édition, euh, la performance, même si on peut dire que ce que je fais aujourd'hui, ça correspond à une sorte de performance quand même. Mais en tout cas, ces médiums-là m'apparaissaient un peu, comment dire, euh, ne me convenaient pas assez. Ils étaient trop matériels. Et j'ai voulu explorer des choses qui étaient des pratiques qu'on pourrait qualifier d'immatérielles, bien que ça ne veut pas dire grand-chose immatériel, puisque elles s'appliquent quand même aux objets du monde. Mais disons que elles relèvent d'une certaine forme d'abstraction. Mais je crois qu'on peut le penser comme étant une sorte de performance, comme étant un type de performance particulier, peut-être des sortes de performances conceptuelles ou des performances sociologiques. En tout cas, il s'agit de penser qu'il y a possibilité de penser une forme de mouvement dans des pratiques ou des disciplines qui, a priori, ne relèvent pas du champ de l'art. Mais il s'agit de voir de quelle manière on peut, euh, en essayant de le penser artistiquement, disons, euh, euh, travailler ces disciplines-là, en fait, utiliser des concepts ou des outils qui viennent d'autres disciplines du champ de l'art, et de voir comment on peut les utiliser artistiquement. L'art peut être ici pensé comme une modalité, comme étant un type d'usage, comme étant presque une sorte de téléologie, en fait, aussi. Euh, il s'agit presque de, comment dire, de libérer des concepts de leur discipline, de prendre des concepts pour ce qu'ils sont, dans ce qu'ils proposent en eux-mêmes. Euh, c'est quelque chose que je trouve intéressant avec l'art, finalement l'art est plutôt que de le penser comme un champ séparé, comme un champ délimité, comme soit une catégorie socio-professionnelle ou comme étant une, comment dire, un répertoire de formes ou même une histoire de l'art. Il s'agirait de penser que l'art est un type de relation entretenue avec des objets. On pourrait dire quelque part que finalement la relation qu'on entretient avec des objets, avec des gens, avec soi-même,
sont des relations qui s'inscrivent selon un mode. De la même manière qu'il y a des modes dans la langue, par exemple le subjonctif, l'indicatif, je connais pas les autres modes, mais bon, je sais plus ce qu'il y a comme mode dans la langue, mais euh, bref, bon, j'ai un trou. Euh, mais voilà, c'est des modes, ça c'est des manières de se rapporter à quelque chose. Cette conception-là, elle a été proposée par un de mes professeurs en école d'art qui est Stephen Wright, mais je crois qu'il reprend ça de Nelson Goodman, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais vu comme ça change beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on peut se rapporter à n'importe quel objet. Ce qui compte, c'est la relation qu'on a à cet objet-là. C'est la modalité qu'on se rapporte à cet objet. Des auteurs aussi comme des philosophes comme Agamben, par exemple, ou, en se référant à Spinoza, pensent ça aussi. Hein. Ils sont aussi dans l'idée, quelque part, qu'il y a possiblement une sorte de révolution philosophique ou métaphysique qui peut se jouer à ce niveau-là. L'idée, c'est que en Occident, on se base sur une conception je veux dire identitaire, c'est plutôt essentialiste des objets, et que quand on passe dans un rapport modal, justement, eh bien, ce qui compte, c'est pas ce que l'objet est, mais c'est la manière dont on se rapporte à lui, c'est de penser la relation qu'on a quand on se rapporte à cet objet. De la même manière, dans l'art, c'est ça. Ça veut dire que finalement, et c'est ce qui permet de comprendre, par exemple, le ready-made de Duchamp, même s'il y a d'autres lectures que je trouve plus intéressantes encore. Le ready-made de Duchamp, par exemple, eh bien, on a un ready-made, donc, et c'est un urinoir, et on pourrait dire, bah, un urinoir, sa place est dans des toilettes, et c'est pas une peinture, c'est pas un objet artistique. Et justement, si on se dit, mais non, justement, ce qui compte, c'est la relation qu'on a à cet objet, ça veut dire que une peinture n'est pas de l'art en tant que telle parce que c'est une peinture, c'est de l'art parce qu'on la regarde comme une œuvre d'art. Donc c'est un type d'usage, c'est une modalité. Et donc on peut se rapporter à le ready-made de Duchamp comme on se rapporte à une sculpture, par exemple. Ça veut dire comme n'importe quelle sculpture, il n'y a pas de raison de penser que ça n'est pas une sculpture. Parce que c'est en 3D, quoi. Plus qu'une peinture, a priori, mais bon, à voir. Pareil, on pourrait aussi, remarque, se rapporter à une... Par exemple, on peut dire, est-ce qu'une peinture, c'est une sculpture? Ça peut paraître bizarre comme question. Mais à vrai dire, on peut se rapporter à une peinture comme on se rapporte d'habitude à ce qu'on a appris à penser des sculptures. Ça veut dire que, on pourrait dire en effet, une peinture, c'est aussi en 3 dimensions, parce qu'il y a une légère épaisseur de la peinture elle-même. Il y a le cadre et la toile aussi qui a une épaisseur. Et donc, après tout, ça rentre aussi comme un truc en 3 dimensions. Pourquoi ne pas le penser comme une 3e dimension? Donc ça rentre comme de la sculpture. D'ailleurs, on pourrait se poser aussi, c'est quoi une sculpture en 2 dimensions? Pourquoi pas? Donc peut-être que c'est peut-être pas une question de dimension, peinture et sculpture, peut-être que c'est une manière de se rapporter à un objet. Et ces manières, elles se sont structurées selon des modes, selon des catégories, mais peut-être qu'on peut aussi quelque part penser que ces catégories ne fonctionnent pas tout à fait... enfin, comment dire, on peut peut-être très bien... s'y rapporter autrement, quoi. Enfin voilà, penser sous forme de relation. Je pense aussi à un autre truc qui est par exemple... il y a des artistes qui vont dire par exemple... ils vont pas dire je peins une peinture, je peins un objet, je peins... Enfin, je serais intéressant de dire je peins une peinture. Mais ils vont juste dire je peins. Je peins. Ça veut dire que ce qui compte, c'est l'acte de peindre. C'est l'action de peindre est un mouvement, et pensé comme mouvement qui mène quelque part, sans qu'on sache forcément où est-ce que ça mène. Donc il ne s'agit pas ici de penser une forme de représentation, de peindre quelque chose, de se rapporter à un objet qu'on va peindre, mais de se rapporter au geste même de peindre, c'est-à-dire à un moyen. Et je pense ici à un texte, ou en tout cas un livre de Agamben qui s'appelle Moyen sans fin. Alors c'est encore une fois une pensée plutôt heideggerienne, hein, qui pense l'idée d'un mouvement qui ne serait pas inscrit immédiatement dans une téléologie qui se penserait elle-même. Il s'agit de penser que le mouvement, le moyen, amène quelque part, sans même qu'on s'en préoccupe presque, sans qu'on sache où est-ce que ça aille, et c'est pas très grave, parce que c'est là qu'il y a justement une forme de liberté.
disons, c'est vu comme une forme un peu une sorte. On pourrait dire que peut-être ce que je fais, c'est une forme d'art existentialiste. Je pense que ça peut être une possibilité, hein. Vu comment j'en parle là, ça ressemble beaucoup à ça, hein. Bon, donc voilà, donc comme je disais, je suis à la recherche de nouveaux médiums. Et je sais plus où ce que j'étais avec tout ça, mais voilà. Ou plutôt à une nouvelle relation au médium. Ce que je pourrais dire, c'est que si l'art en effet peut être vu comme un type de relation, moi je pourrais dire que c'est pas simplement. Je pense pas que l'art soit, comment dire, une seule forme de relation en tant que tel aux objets. Je pense qu'il est plus pertinent de penser que l'art correspond soit à une catégorie de relations, soit, et là c'est encore plus intéressant, à une relation à la relation. Ça veut dire à une espèce, et là on est dans une position qui ouvre une possibilité, ça veut dire que l'art, en fait, pourrait être pensé comme un langage qui ouvre une relation par rapport à elle-même. Là, ce qui est très intéressant, c'est que on rejoint, donc là je pense à un article que j'ai lu récemment avec lequel je suis pas tout à fait d'accord, parce que bon, mais qui fait le lien entre la pensée de Agamben et la pensée du mathématicien Grothendieck. Et c'est Jacques Fradin, je crois, je ne sais pas sûr de son nom, qui écrit cet article. Et il y a cette idée, donc, chez Agamben, par exemple, que le langage, il n'y a pas de métalangage, mais que le langage, comment dire, ouvre la réalité. Le langage, dans un sens, performe la réalité, produit la réalité autour de lui, et que le langage est une espèce de mouvement. Il y a un mouvement propre dans le langage qui fait que le langage agit sur lui-même, s'auto-détermine, s'auto-produit, et que le langage, en fait, en s'autoproduisant et en produisant son propre mouvement, quelque part, est un espèce de, comment dire, je veux dire, moi je le vois comme une sorte de répertoire de mouvements, hein. Le langage, comment dire, produit des mouvements qui, en se réassemblant eux-mêmes, produisent de nouveaux mouvements. Donc c'est une espèce de, comment dire, de, de mouvement qui rebondit sur lui-même, qui s'autoproduit. Voilà. Ce qu'il décrivait, c'est que c'était pareil pour les mathématiques. Les mathématiques n'étaient pas là pour décrire le monde, mais les mathématiques étaient plutôt un mouvement, une sorte de langage, qui se produit lui-même, qui est dans une forme de boucle un petit peu enfin, qui s'invente lui-même, quelque part, et qui, en s'inventant lui-même, découvre qui il est et rouvre, quelque part, s'ouvre vers un infini de signification, si on veut. Il y a une espèce de truc comme ça qui se joue. Et j'ai l'impression que c'est pareil pour l'art. J'ai l'impression que dans l'art, il y a quelque chose qui est d'ordre du langage aussi. C'est la constitution d'un langage qui découvre lui-même ses propres potentialités. Hein. Et on va dire que c'est un petit peu un truc comme ça. C'est comme si, dans le langage pour Agamben, dans l'art en lui-même et dans quelque part les mathématiques pour Grothendieck, certainement que je connais pas très bien Grothendieck là-dessus, mais quelque part aussi peut-être plus chez Fluxus et encore, je sais pas, mais peut-être en tout cas dans l'art en général, ce qu'on attend dans l'art, c'est la question un petit peu de la puissance, on pourrait dire. J'ai l'impression que ça touche à ça. Ça veut dire, qu'est-ce que ça peut? Que peut faire l'art? Ce qui compte, c'est pas, disons, ce que c'est, limite on s'en fout un peu, c'est où est-ce que ça peut aller? Qu'est-ce que ça peut ouvrir comme chemin? Qu'est-ce que ça permet d'ouvrir quelque part le... Donc c'est de voir ça comme un jeu. Hein. Et c'est pour ça que je pense à Fluxus, parce que Fluxus, j'ai l'impression que Fluxus a cette attitude-là, dans l'art aussi. Comme je disais, si l'art c'est une relation face aux relations, on pourrait dire que, en fait, l'art instaure des types de relations. Par exemple, dans un musée, une institution comme un musée, on pourrait dire que ça institue une relation. Ça institue une relation visuelle aux objets. Les objets vont être vus. Ils sont là pour être vus. Et puis, même, il y a un gardien qui est là pour vérifier qu'on les voit bien. Et puis, bon, bref, non seulement être vu, mais peut-être être vu d'une certaine manière aussi, d'une certaine exposition. Donc, il y a un type de relation qui est posé par rapport au musée. Le musée permet un type de relation.
il ouvre un type de relation aux objets, parce que peut-être que s'il n'y avait pas de musée, peut-être qu'on ne regarderait pas les musées, on regarderait peut-être pas les objets sous cette forme-là, de cette manière-là. Mais en même temps, il rend difficile d'autres usages. C'est-à-dire voilà, ça veut dire que un tableau, on peut pas le décrocher, enfin, on peut pas le décrocher, on peut pas le, il est là, il bouge pas. Il est dans le musée, il va y rester. Bon. Alors que si je fais une performance dans la rue, bah, peut-être quelque part que je vais avoir un autre rapport avec le public, donc dans la rue, il y a des choses qui peuvent être vues comme de l'art et qui peuvent s'ouvrir aussi. Euh, j'ai l'impression que du coup, il y a eu dans l'histoire de l'art, mais pas que d'ailleurs, des tentatives, en particulier chez Fluxus, en particulier chez Duchamp, et je pense que ça a été ce geste-là qui a été important, la possibilité de penser de nouvelles relations à l'art. Je parlais de Stephen Wright, c'est dont il parle, ça veut dire lorsqu'il parle de reverse ready-made, bah, l'idée c'est ça aussi, c'est de voir de quelle manière un urinoir pourrait être utilisé dans la vie quotidienne. Je commence à avoir un peu mal au crâne là, je vais peut-être, je sais pas trop s'il faut que j'arrête ou s'il faut que je continue, mais je pense qu'il faut que je continue, il faut que j'aille jusqu'au bout je crois. Parce qu'en temps normal, ça serait bien par exemple que là je fasse une performance par exemple. Parce que là je parle, mais peut-être que voilà, peut-être que ça pourrait être intéressant. Par exemple la théorie, là c'est quel usage on fait du langage, quel usage on fait de la parole. Par exemple, si j'écoute quelqu'un qui fait une conférence, ce qui compte c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. Je vais écouter ce qu'il va dire dans sa signification. Mais si par exemple il fait la même conférence sur une pièce, sur une salle de théâtre, eh bien l'environnement va peut-être faire que je vais interpréter cette conférence comme étant du théâtre et je vais la lire comme du théâtre. S'il le fait dans une salle de concert, alors évidemment ça va paraître comme une sorte de musique conceptuelle, mais il est possible que qu'en tant que public, enfin moi en tout cas en tant que public, ce que je me dirais, c'est que je me dis, bah tiens, s'il fait ça dans une salle de concert, soit c'est parce qu'il n'y a pas de place et c'est une question matérielle, soit quelque part c'est parce que, en le faisant dans une salle de concert, c'est un chanteur, c'est un musicien qui, en chantant, enfin qui, quelque part, fait une sorte de spoken word, disons, il va parler, il va faire une musique qui consiste à parler de quelque chose qui semble être une conférence philosophique. Mais on va s'intéresser plutôt à la forme de la parole qu'il propose. Donc finalement, les institutions semblent quelque part ici fixer des modes de relation à différents types d'expression, quelque part. Ce qui serait intéressant, c'est de se dire aussi que si on invente de nouvelles institutions, on peut aussi inventer de nouvelles relations. Finalement, moi j'ai l'impression à ce niveau-là que ce que je cherche maintenant, c'est pas de penser de nouvelles formes ou de nouvelles propositions artistiques, mais c'est de penser de nouvelles relations artistiques. De voir de quelle manière peut-être qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là, dans la relation même, de travailler la relation elle-même. Et cette relation, elle prend toujours en compte le cadre et le contexte. Ça veut dire que, quelque part, en fonction de l'endroit où la chose est montrée, eh bien, s'il y a une chose qui est montrée, bah, ça change tout. Et même on pourrait se dire, on n'a même pas besoin de montrer quelque chose. Même s'il n'y a rien qui est montré, même si c'est juste du vide qui est montré, bon, c'est déjà quelque chose qui est montré, mais juste du vide, bah, ce vide, s'il apparaît dans un musée ou dans un concert, bah, c'est pas le même vide, parce que ce qui compte, c'est que ce vide va comme montrer aussi la salle et le contexte derrière. Ça rejoint beaucoup des choses qu'on renvoie à la critique institutionnelle. Mais c'est comme si je ne cherchais pas forcément à faire une critique institutionnelle en tant que telle, mais plutôt une pratique institutionnelle. C'est comment on peut pratiquer l'institution ici qui se joue, comment l'institution elle-même peut être utilisée, et non pas quelque part être un artiste qui est intégré, enfin penser que la figure de l'artiste n'est pas forcément, enfin si la figure de l'artiste correspond à, disons, une position juridique, économique, qui s'inscrit dans une relation avec des marchands d'art, des galeristes, des producteurs, que ce soit pour le champ de l'art visuel ou pour le champ de l'art de la musique, ça serait avec voilà, un conservatoire, un marchand d'albums, etc. Bah, l'idée c'est qu'il ne s'agit pas de penser ici une pratique qui soit une pratique institutionnelle, une critique institutionnelle qui s'inscrive au-delà de tous ces rapports-là, de comment penser tous ces rapports-là
les liens avec l'institution, et comment agir à ce niveau-là. C'est peut-être plus ce qu'on peut appeler un agent d'art, hein, un agent artistique. On est un agent, on agit au niveau des structures artistiques. Donc c'est peut-être plus cette figure de l'agent d'art ici, chose que j'ai pu travailler avec Paul de Vautour notamment, parce qu'il se définit un peu comme tel aussi. Quand je cite tous ces noms, c'est pas pour faire pompeux, c'est juste parce que c'est histoire de noter quelques références qui sont toujours, qui permettent bah, c'est la partie du travail, quoi. Déjà, à la fois quelque part bah, pareil, pourquoi on cite des références? C'est une question qui est posée. Moi j'ai l'impression qu'on cite des références parce que c'est une manière quelque part d'être poli et de citer les gens qui nous ont appris des choses ou auxquels on reprend un travail. Donc c'est pour pas s'accaparer leur travail quelque part ou c'est pour indiquer la provenance, indiquer la source quelque part d'une idée, de quelque chose. Voilà. Et en même temps, c'est aussi une manière, aussi pour les personnes qui écoutent, d'avoir une référence pour avoir quelqu'un auquel se référer pour aller plus loin sur le sujet, si on veut étudier le sujet un peu plus. Voilà. Donc voilà, bon, à la recherche de nouveaux médiums, donc je vais mettre ici plutôt à la recherche de nouvelles relations. Voilà, relation à l'art, entre guillemets, mais même en relation générale, puisque si l'art c'est un type de relation, du coup la question de l'art ne se pose plus comme telle. C'est autre chose qui se passe. Parce qu'on pourrait se dire que cette question de relation, elle se pose aussi dans la philosophie, on peut penser une nouvelle relation à la philosophie, une nouvelle relation à la science, par exemple, une nouvelle relation dans la sexualité, par exemple aussi, la sexualité est quand même beaucoup un art de la relation, notamment. Voilà, et en même temps, du coup, parce que j'ai l'impression que quand on dit que, si par exemple je dis que je suis un artiste transmédium ou transdisciplinaire, je trouve que ça pose un problème. Parce que, enfin, ça pose un problème, c'est bien, mais ça bloque. Pourquoi? Parce que on part du principe qu'il existe des disciplines qui sont, on va dire, territorialisées, hein, donc il y a des sortes de territoires disciplinaires, et qu'on peut passer de l'un à l'autre. C'est très bien. Bon. Mais déjà, si je me dis que je suis artiste, ça veut dire que je m'inscris déjà dans une discipline qui est celle de l'art. Donc c'est comme si je disais que je faisais un art, enfin c'est comme si je faisais une discipline transdisciplinaire. C'est étrange parce que du coup c'est un petit peu, voilà, euh, si je suis transdisciplinaire, c'est pas une discipline, c'est une métadiscipline. Donc voilà, là il y aurait ici une sorte de métadiscipline qui consiste à traverser les champs disciplinaires. Mais du coup, comment on appelle cette métadiscipline? C'est pas une discipline. Ou alors c'est en effet une sorte d'hyperdiscipline si on veut. Mais voilà. Et en même temps, cette question de discipline, cette question de médium, justement, médium ou discipline, ce qui n'est pas pareil. Discipline, c'est intéressant parce que ça suppose quelque part quand même un certain type de rapport qui se joue. Mais peut-être qu'il faut peut-être sortir de cette question à la fois du médium et de la discipline. Parce que peut-être que c'est pas une discipline. Peut-être que quelque part c'est en effet une relation ou peut-être qu'il faut inventer un autre mot en fait. Parce que peut-être que ça se situe pas forcément en termes d'une position dans un espace disciplinaire, mais qu'il faut repenser la notion même de discipline et que c'est à partir de là qu'on peut ouvrir un nouveau concept en fait en gros. Voilà, parce que sinon j'ai l'impression qu'on est très vite rattrapé comme en fait par une identité, hein. On a une identité, ça veut dire que on serait soit scientifique, soit artiste. Et puis quand on est artiste, on est soit un artiste musicien, soit un artiste plasticien, soit un artiste de théâtre. Et puis si on est artiste plasticien, on va être soit un artiste plasticien peintre, soit un artiste plasticien sculpteur. Enfin, en fait, on va toujours comme ça redécouper les disciplines en plein de sous-catégories. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre manière de penser, qui est peut-être la question de la pensée complexe chez Edgar Morin, mais moi je le retrouve aussi. Alors, il y a Eric Avert qui a écrit un livre sur Georges Brecht et Nicolescu, et il reprend ça de Nicolescu, on a ça chez Fluxus aussi, une intention de généralisation, de penser en effet, le livre en question est sous-titré
vers un art transdisciplinaire. Mais je trouve que ce terme de transdisciplinaire, comme je disais, ne fonctionne pas très bien. Moi, je pourrais dire un art généraliste. Hein. On pourrait dire que finalement, il s'agit de penser une forme de généralité. Hein. Donc voilà, là les termes que j'ai utilisés du coup c'est quoi? C'est pour un art existentialiste, on pourrait dire aussi pour un art général, après tout, puisqu'il s'agit de penser une forme de généralité. Non pas d'essayer de penser une sorte de spécificité, c'est un truc qui est très à la mode dans l'art aujourd'hui, parce qu'il faudrait un artiste qui est très spécifique, qui essaie de penser, qui se spécialise sur un domaine très précis. Et moi, c'est comme si j'essayais de penser un art qui soit général. Et un art qui soit général, ça ne veut pas dire un art qui touche forcément à tout en tant que tel, ça peut être un petit peu ça, mais c'est un art qui touche potentiellement à tout. C'est un art qui s'intéresse quelque part à la, comment dire, au point depuis lequel tout peut émerger. Tristan Garcia parle d'une ontologie minimale. Il y a un côté comme ça, une espèce d'art minimal, mais qui ne serait pas une sculpture minimale, n'importe quoi, mais qui essaierait de se penser depuis un paradigme depuis lequel il serait facile de pouvoir rejoindre n'importe quel autre paradigme. Un paradigme qui est le plus large possible et qui permettrait d'intégrer en lui un ensemble d'autres pratiques. Donc à la fois une sorte de méta-paradigme ou une métadiscipline, mais même en plus de ça, peut-être que ça peut aussi être une méta relation, pas forcément une forme d'ontologie aussi, peut-être une sorte de quelque chose aussi qui traverse les disciplines, une sorte de métamodalité pour le coup, hein. Un métamodal, voilà, bon, mais voilà, l'art invisuel se définit comme tel aujourd'hui, se définit entre autres comme un art métamodal. Voilà. Moi, ce que j'essaie de voir ici, c'est comment on peut structurer cet art métamodal, quelque part, comment on peut le penser. Ça rejoint des initiatives qui sont posées aussi dans le champ de la philosophie, par exemple chez Guattari Deleuze. Lorsque Guattari parle d'une schizoanalyse, il parle de ça, il parle d'un truc un peu général, d'une espèce de paradigme, d'un métaparadigme qui pourrait intégrer d'autres paradigmes aussi, qui seraient général comme ça. J'ai l'impression que ce qui se cherche aujourd'hui en sciences physiques par exemple, à travers la théorie du tout, c'est pareil, on cherche un paradigme général qui pourrait lier le paradigme de la physique quantique et le paradigme de la relativité générale. Il y a une volonté en sciences physiques de généraliser, aujourd'hui en tout cas, d'avoir une sorte de théorie générale. Et Grothendieck aussi a fait ça. Grothendieck, il le définit comme tel, hein, il l'écrit d'ailleurs, il écrit qu'il cherche à généraliser aussi son travail, d'avoir une théorie mathématique qui permette de lier à la fois l'algèbre et la géométrie qualitative, c'est-à-dire de lier le continu et le discontinu. Donc là-dedans, il y a un truc comme ça. Je sens que j'essaie aussi moi-même de travailler cette question-là, mais sur le plan des pratiques artistiques. En fait, de penser à c'est non pas un art total, parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est un art, une puissance de l'art. Ça veut dire que peut l'art, une pratique qui consisterait à pouvoir utiliser l'art, ou les formes de l'art, une puissance même de la culture, on pourrait dire, plus que de l'art d'ailleurs. On pourrait dire que c'est un art de l'usage, hein, pour reprendre un terme qui est utilisé aussi par Stephen Wright, à ce niveau-là. Donc voilà, alors, je vais peut-être prendre des... Alors, je pense qu'en fait, je vais faire dans l'ordre des points que j'ai utilisés. Donc après tout ça, finalement, je crois que j'ai déjà fait un peu le tour peut-être de ma pratique. Mais bon, donc j'ai noté, je vais lister les exemples un petit peu en essayant de les lier un peu à un. J'ai écrit espace et temps. Je pourrais dire qu'en effet, le médium que je travaille, si vraiment j'avais un médium à travailler, à dire que je travaille, j'ai l'impression qu'elles sont liées à ça, à l'espace et au temps. Et peut-être plus au temps que l'espace. Pourquoi? On pourrait dire même au mouvement. Pourquoi? Parce que une relation avec un objet, elle s'inscrit dans un temps et dans un espace. Et j'ai l'impression que le temps et l'espace, c'est quelque chose qui est un petit peu général. Ça veut dire que sans espace et sans temps, c'est compliqué de se rapporter au monde. L'espace et le temps sont des catégories fondamentales du monde.
une catégorie générale du monde dans lequel, en tant qu'humain, nous vivons, en tout cas. Euh, pour Kant, ce sont, je ne sais pas si ce que j'ai raconté là, mais voilà, il dit que ce sont des catégories a priori de la perception. Alors je ne sais pas très bien ce qu'il entend par là, mais en tout cas ça suppose que l'espace et le temps sont quelque chose qui est assez fondamental dans la perception, qui sont peut-être une des bases de la perception. Euh, Chez Einstein, l'espace et le temps sont reliés, c'est la même chose. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi notre perception divise les deux. Voilà. Euh, donc voilà, là pour moi, il y a un enjeu de perception par rapport à l'espace et au temps. J'ai l'impression quelque part que l'espace et le temps... alors, dans les hypothèses que je pose aujourd'hui, c'est que je pense que l'espace et le temps sont des productions humaines, des productions culturelles, que l'espace et le temps sont performés. De la même manière qu'on performe le genre, on performe l'espace et le temps. Ça veut dire que l'espace et le temps sont des constructions culturelles, disons. Euh, voilà. Et je pense que à partir de cette question-là, il est possible d'envisager l'ensemble des productions symboliques sémiotiques, c'est-à-dire le langage lui-même, euh, comme étant un système de gestion du temps, de circulation du temps. Et que si on repense la forme du temps, on peut peut-être comprendre que le temps est un objet fondamental qui, un peu au même titre que l'attention, d'ailleurs l'attention serait quelque part un effet du temps, on va dire, une espèce de... En fait, on pourrait dire quelque part que... Alors je vais mettez ça, je dirais plutôt, je vais parler... bon, je vais écrire économie fondamentale. Et j'écris aussi enquête. Ce que je pourrais dire, c'est que je fais des enquêtes aussi. Hein. Que, comme pratique que j'ai une pratique d'enquête qui consiste à enquêter sur les objets, c'est-à-dire à essayer de trouver des formes de savoir. Donc pour moi, c'est une démarche épistémologique, mais c'est qu'il y a une enquête, c'est une enquête philosophique aussi que je fais ici. C'est voilà, parce qu'à la fois, c'est cet art général, il est un petit peu flou finalement. On peut dire, mais à quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Et en fait, c'est vrai que pour moi, l'outil de l'enquête me permet de me dire, voilà, je me confronte à des problèmes qui se posent dans le champ philosophique, dans le champ politique, et je menais une enquête par rapport à ce problème-là. Et cette enquête, je la menais avec des outils qui viennent du champ de l'art, parce que je suis artiste de formation, donc c'est là que j'utilise, mais je suis plutôt un enquêteur qui va d'essayer de répondre à des problèmes qui se posent. Voilà. Euh, voilà. L'idée, par exemple, là, c'est qu'il y aurait une forme d'économie. Aujourd'hui, ce qui se cherche dans le champ intellectuel, dans une partie du champ intellectuel, c'est qu'il y aurait une sorte d'économie fondamentale qui pourrait être atteinte. Ça veut dire que l'économie monétaire sous forme d'échange d'argent ne serait que la face superficielle d'une économie plus fondamentale. Guattari Deleuze en parle comme tel, comme étant, il parle du moléculaire. Lorsqu'il parle du moléculaire, c'est ça, c'est une sorte d'infra-économie un petit peu, qui serait qui permettent, qui serait producteur des affects. Les affects seraient quelque part une sorte de sous-couche du système économique. Chez Lordon, on a un truc un petit peu similaire aussi, avec l'idée quelque part que il y a une sorte d'économie des affects, hein, c'est quelque chose qui revient beaucoup, qui revient de la pensée de Spinoza sur le sujet. Et puis, Yves Citon parle d'une économie de l'attention, par exemple. Il y a plusieurs conceptions de l'économie de l'attention. Il y en a une qui consiste à dire que l'attention, c'est toujours ce qui manque. Hein, dans un marché où l'attention est saturée, l'attention, c'est ce qui est toujours en train d'être capturé. Mais on peut penser aussi que l'attention, il y aurait une autre définition de l'attention, une définition plus générale, qui serait que finalement, l'attention, ça serait une sorte d'unité fondamentale de la conscience. C'est finalement une conception phénoménologique dans l'idée qu'il y aurait une sorte d'économie phénoménologique. On fait attention à des objets autour de nous, et cette attention constitue finalement une économie des signes, en fait, hein, qui va s'inscrire dans la mémoire et qui va ensuite peut-être s'inscrire ailleurs. Donc l'attention agit comme étant quelque part
un élément fondamental au niveau anthropologique. Ce que je pense, c'est que cette question de l'attention, elle se lie aussi à la question du récit en termes anthropologiques. C'est un terme qui semble être enfin, qui vient, je crois, des fondateurs de l'anthropologie, peut-être Lévi-Strauss, mais je ne sais pas très bien, je ne saurais pas très bien dire là-dessus. En tout cas, c'est un terme qui est réutilisé par Carlos Tinoco dans ses écrits. Et je pense que cette question du récit chez Carlos Tinoco, elle peut se penser en termes économiques. En gros, ce que j'essaie de faire ici, c'est de penser le récit anthropologique, ça veut dire l'économie des gestes, des symboles, des mythes, un petit peu, c'est comme ça que je le comprends un peu. Hein. Ça veut dire l'histoire qu'une société se raconte et qui définit l'ensemble des gestes. J'essaie de le penser un peu comme une sorte de physique. Je pense qu'on peut faire une sorte de physique de ce récit. Que ces récits-là, en anthropologique, en fait, suivent comment dire, suivent une sorte de système thermodynamique qui pourrait être décrit, enfin je suppose en tout cas qu'il puisse être décrit euh, par des outils empruntés aux mathématiques ou à la physique, bon voilà, bon. Et que du coup la question en fait de l'économie, euh, l'économie monétaire, l'économie néolibérale en fait elle est très liée à la question du récit anthropologique. C'est-à-dire que en Occident, si aujourd'hui en Occident on a du néolibéralisme, eh bien c'est que ce néolibéralisme il définit la structure du récit anthropologique. Mais du coup, étudier quelque part le système économique, c'est étudier aussi c'est aussi une étude anthropologique, si on veut. Ça définit quelque chose, ça veut dire quelque chose de profond. C'est une structure profonde de la subjectivité ou des modes de subjectivation d'une société à un moment donné. Voilà. Donc voilà, bon, alors du coup, j'en profite pour passer sur l'argent, du coup. Donc voilà, je parlais d'enquête, d'économie fondamentale, d'espace et du temps. L'argent, du coup. Là, ce que je pourrais dire ici, c'est que dans cette recherche de nouveaux médiums, finalement, c'est que à travers cette recherche d'un cadre plus général, j'essaie aussi de voir de quelle manière on peut penser de nouveaux médiums, qui sont peut-être pas si nouveaux que ça d'ailleurs, hein, mais de quelle manière on peut travailler des nouveaux objets artistiques. Et c'est aussi ces nouveaux objets artistiques qui, pour moi, ont été des ouvertures vers peut-être une nouvelle conception de l'art, ou je sais pas. Bon. Notamment la question de l'argent. Hein. Par exemple, c'est intriguant parce que alors ça renvoie, la question de l'argent, elle renvoie pour moi à Timothy Morton, qui parle d'hyper-objet. Donc là, derrière moi, j'ai de l'argent. Hein, voilà, on voit ici les trucs que j'utilise. Là, c'est une sorte d'exposition que j'ai dans mon dos. Donc je spécifie, ici c'est un texte qui est retranscrit d'une intervention de Stephen Wright où il essaie de penser ce paradigme aussi justement de fragmentation. Là on a quelque chose qui est important en cosmologie, hein, qui est une image du fond diffus cosmologique, qui est comme replié comme ça. Et puis là, on a des pièces de monnaie et de billets de banque. Et en euros. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est l'euro. Ça veut dire que, par exemple, on peut penser que, ça c'est un truc, c'est notamment quelque chose qui est décrit dans Le pouvoir de l'art, de Marcus Gabriel, dans lequel il définit ça. Il dit l'art, c'est précisément une médiation, et c'est même une sorte de réflexivité sur la médiation. C'est une médiation qui se médie elle-même, qui s'auto-analyse un petit peu. Donc il y a un espace de réflexivité sur la médiation, quelque part. Et l'art, c'est-à-dire que si je suis en relation, si je regarde une maison, je suis en relation avec la maison. Mais si je regarde une peinture, je regarde le regard d'une maison. Donc il y a une espèce de redoublement de la perception, en fait, à ce niveau-là. Et il dit aussi, bah, on peut considérer que finalement, tout est toujours système de relations, que l'histoire de l'art, en représentant une médiation, ou en mimant une relation quelque part, moi je dirais que ça établit un écart. Parce que c'est dans cet écart que se produit, dans cette différence que se produit quelque chose. Au sens un petit peu de Derrida, mais je sais pas très bien, je connais pas très bien Derrida, donc je peux pas trop en parler. Mais
voilà, il y a ces trucs-là qui se jouent dans cette espèce de redoublement de médiation, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, euh, et voilà, il va dire l'argent, bah, c'est une œuvre d'art collective qui existe depuis longtemps, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une production humaine. Parce que quelque part, pour lui, et je suis d'accord avec ça, ce qu'il appelle art, c'est l'ensemble de la culture. C'est l'ensemble des productions culturelles. Alors, je sais pas si c'est ça qu'il appelle art, en tout cas, il le pense comme tel. Du coup, c'est que, en gros, l'ensemble des productions culturelles, faites de la main de l'homme, en gros, c'est toujours des systèmes de médiation qui vont comme représenter qui vont toujours s'inscrire dans des représentations de médiation. Et on peut se poser la question du coup de qu'est-ce que c'est que l'argent. L'argent, en effet, c'est pas fabriqué par des individus, c'est fabriqué quelque part par un État, quelque part, et on pourrait supposer que l'argent, par exemple, représente des relations. Ça veut dire que si j'ai une relation avec quelqu'un, peut-être que je vais avoir une relation de dette, je vais me sentir en dette envers quelqu'un, mais que si je lui donne de l'argent, l'argent représente cette dette et permet, par la représentation de cette dette, d'inscrire dans le récit, enfin de matérialiser une dette symbolique que j'aurai envers quelqu'un, mais là, elle s'inscrit sur l'argent. Donc en fait, on pourrait dire que l'argent est comment dire, loin de servir à rien du tout, hein, loin d'être une pure abstraction ou une croyance, comme on pourrait avoir un peu parfois dans une lecture de Karl Marx. C'est peut-être pas forcément uniquement une croyance, en tout cas si c'est une croyance, elle agit. Elle serait plutôt une forme de, comment dire, une symbolisation d'un lien invisible ou abstrait qui prendrait corps dans la question de l'argent à ce niveau-là. Donc en fait, voilà. Mais du coup, ça veut dire que, et là c'est intéressant parce que c'est presque une figure anti-artistique, ça veut dire que en tant qu'artiste, par exemple, dans la vie de tous les jours, on peut utiliser de l'argent, et beaucoup de gens utilisent de l'argent dans la vie de tous les jours, mais est-ce que plutôt que de se... La question c'est, si cet argent peut être lu comme un objet artistique, comment on peut travailler sa relation à l'argent de telle manière quelque part qu'on le mène ailleurs, que l'argent devient autre chose, devient un objet esthétique, on peut l'exposer dans un musée comme je fais ici, mais en fait c'était pas le plus pertinent. Hein. Peut-être qu'il y a... Parce que l'argent il est intéressant parce que finalement ce qu'il représente c'est autre chose. Ce qu'il représente c'est une relation, il représente une dette, il représente un rapport entre des gens, entre celui qui donne l'argent et celui qui le reçoit, etc. Et la question c'est, peut-être que l'argent travaille un rapport de pouvoir, travaille une relation entre des gens, et que c'est cette relation-là qu'on peut travailler elle-même. Ça veut dire que il ne s'agit pas ici d'être un artiste qui consisterait à représenter quelque chose, c'est-à-dire quelque part à ce que quelque chose qui était perçu jusque-là va être mimé, mais au contraire à faire l'inverse, à ce que cette chose qui est médiée, on puisse retourner, essayer de comprendre d'où il vient. Donc il s'agit de faire une sorte de... c'est même pas une... C'est même pas c'est de faire une sorte de démimésis, si on veut. C'est de faire un retour à l'objet même, un petit peu. C'est-à-dire que si par exemple, je vois un arbre, bon je sais pas que c'est mettons, je vois un objet, je sais pas ce que c'est, je le peins, et puis on se rend compte que c'est un arbre. Mais du coup, c'est comme si, maintenant, on se préoccupe beaucoup de l'image. On regarde le tableau de l'arbre, mais on ne regarde plus l'arbre lui-même, quelque part. Et je me pose la question de me dire, et ça renvoie peut-être à la figure du spectateur émancipé chez Rancière, peut-être quelque part qu'il y a une pratique qui consisterait à partir du tableau de l'arbre, mais d'essayer de voir comment on peut essayer de comprendre, non pas d'avoir juste le regard fixé sur le tableau de l'arbre, mais d'aller voir de quelle manière le tableau de l'arbre s'inscrit dans une relation avec l'arbre lui-même, pour quelque part aller, comment dire, faire un travail d'artiste qui consisterait à partir du tableau de l'arbre pour revenir à l'arbre, en gros. Là, il y a ce geste-là, en fait, qui est de sortir du musée, si on veut, d'être dans une pratique qu'on pourrait presque voir une pratique ontologique,
Ça veut dire que ce n'est pas une pratique qui consiste à représenter quelque part ce qu'on suppose être le réel, de travailler le langage en tant que tel, mais au contraire de revenir à la chose même, d'être dans une logique non pas de représentation, mais de présentation, et même de déprésentation, de penser non pas comment faire pour enfin, penser le mode d'apparition de l'objet presque. Mais bon, je crois que je suis en train de sortir de quelque chose là, c'est pas très. Parce qu'en même temps, ces pratiques-là, bon, je veux dire, elles existent déjà aussi, hein, c'est pas non plus trop nouveau. Voilà, quand Alan Capro écrit L'art et la vie confondus, il fait ça. Progressivement, les performances qu'il fait, elles s'éloignent du champ strictement artistique et elles s'inscrivent de plus en plus dans une vie quotidienne jusqu'à se confondre avec elle. Donc peut-être que ça fonctionne pas ce truc-là, peut-être que ça mène nulle part, mais je crois pas. Moi je crois que ça mène pas nulle part. Notamment par rapport à la question de l'argent. En fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est que cet enjeu-là, ce geste-là, il a été appliqué en effet avec des objets artistiques. Mais que si on prend en compte des objets, moi je pense que c'est ça qui se joue. L'argent, par exemple, on utilise l'argent, on sait pas trop ce que ça veut dire l'argent. J'ai l'impression qu'on ne sait pas ce que ça signifie. On va dire l'argent c'est la force de travail, mais en fait on ne sait pas. Non, enfin pas forcément. En tout cas en économie néolibérale, c'est pas forcément lié au travail. Et moi du coup je me rends compte que je ne sais pas ce que représente l'argent. J'utilise un outil dans ma vie de tous les jours, je ne sais pas ce que ça représente. Je pourrais dire aussi je mange de la viande. J'ai l'impression que la viande, je ne sais pas non plus ce que ça représente. Alors je sais que c'est des animaux morts bien sûr, mais c'est parce qu'il y a des mouvements pour la libération animale. J'ai l'impression que eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'essayer de lier cette viande qui est le résultat d'une violence, le fait qu'on tue un animal, mais qui se part d'un ensemble d'images, d'un système institutionnel, etc., qui va cadrer l'objet pour en faire quelque chose qui soit qu'on a l'habitude de manger depuis enfant. Et j'ai l'impression que ce qu'essaie de faire le mouvement de libération animale, c'est que cette chose-là est vue comme une dissociation. Hein, il y a une forme de séparation entre l'objet et sa représentation. Tout comme on pourrait dire, il y a un petit peu, ça me fait beaucoup penser à des choses qui pourraient être décrites par Guy Debord, hein, entre quelque chose qu'on pourrait supposer être le réel et de l'autre côté quelque chose qui pourrait être vu comme étant la marchandise. La marchandise est une sorte d'image du réel, mais dans l'image, il y a une sorte de dissociation entre l'image et ce qu'elle est censée représenter un petit peu. Alors peut-être que bon, on pourrait critiquer en disant bah, peut-être quelque part que cette séparation, elle n'est pas aussi... elle est bon, est-ce que c'est pas l'image qui produit l'objet? Bon, mais ça peut... Voilà, qu'est-ce qu'on appelle le réel? C'est pas très clair. Bon. Mais peut-être tout de même qu'il y a quelque chose qui se joue là-dedans, que cette dissociation peut être pensée en termes quasiment psychanalytiques. Que en fait, l'image représente toujours une coupure, quelque part, je pourrais dire même entre deux régimes d'énonciation, entre deux régimes de représentation. Alors, parce que finalement, par exemple, pour reprendre l'exemple de la viande, on pourrait prendre l'exemple de l'argent aussi. La question de la viande, elle touche la question aussi de la libération animale. La question de l'argent, pour moi, j'allierais plutôt à Karl Marx. Et Karl Marx s'inspire aussi de la pensée psychanalytique, aussi en partie. C'est comme si finalement cet argent, cette viande qui fait partie de la vie quotidienne, qui fait partie d'un truc dont on a oublié presque la provenance. Hein. On oublie d'où vient l'argent, on ne sait pas on oublie ce que ça veut dire, on l'utilise de manière normale, etc. Mais peut-être quelque part que derrière l'argent, tout comme derrière la marchandise, Marx va dire, il y a la violence du travail, en fait. Et c'est possible que cette dissociation soit là, qu'en fait, l'argent soit quelque part une espèce d'échange visuel, d'échange, comment dire, voilà, c'est quoi? C'est un objet qu'on voit, qu'on regarde, mais le travail, c'est quelque chose qu'on fait avec ses mains, avec son corps. Et peut-être que la dissociation qui existe entre le travail d'un côté et l'argent de l'autre, la scission qu'on trouve chez Marx, en fait, elle se retrouve aussi entre les différentes parties du corps. Entre la partie de l'œil ou du cerveau, mettons, qui va penser en termes mathématiques, en termes de calcul, en termes de projection, l'argent est un système qui fait différer le désir, qui permet de se projeter sur ce qu'on peut acheter, etc. Et de l'autre côté, le corps,
qui a vécu, qui vit le travail un peu dans son temps présent, du coup. Donc on pourrait voir que l'argent, quelque part, représente, finalement, produit ou représente une dissociation aussi, ou en tout cas, là, ça serait même pas l'argent, ce serait le rapport entre l'argent et le travail, si on veut, quelque part. Mais du coup, la question, c'est de se dire, mais que représente l'argent? Et c'est que ça, on a des... Ou pareil pour la viande aussi, c'est que finalement, il y aurait ici un écart entre le fait de manger de la viande et le fait de tuer un animal. Et la question, c'est beaucoup de gens qui mangent de la viande ne seraient pas capables de tuer un animal. Parce que c'est trop douloureux, en fait. Mais du coup, qu'est-ce que signifie cet écart? Quel est cet écart qui se joue dans la représentation? Est-ce que c'est aussi un écart entre le corps, hein? Il y a le corps de celui qui va être à l'abattoir et qui va vivre quelque chose qui va être très douloureux, très difficile, de tuer des animaux, voilà. Et de l'autre côté, il y a le corps innocent de la personne qui mange de la viande, mais qui n'a pas à être... qui fait ça un peu innocemment, si on veut. Et même s'il sait que c'est de la viande avec des gens... Enfin, et que lui-même sera peut-être incapable de faire ce geste barbare, il y a quelque chose qui fait quelque part qu'il est comme lavé de ce geste barbare en ne prenant pas parti pour ça. Et j'ai l'impression que le système économique, il se construit beaucoup là-dessus, sur des systèmes un petit peu de séparation, un petit peu, ou comment dire, où on va... où des gens vont devoir faire des choses horribles, faire la guerre, tuer des animaux, etc. Il y a une sorte de violence d'un côté qui se joue, terrifiante, et en même temps, ils n'ont pas trop le choix. De l'autre côté, des gens qui vont profiter de cette situation, qui vont quelque part profiter qui vont profiter des fruits du résultat de cette situation-là. Et en même temps, il y a un écart entre les deux, du coup. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi il y a cet écart, d'où ça vient? Et ça, peut-être qu'on peut aussi le médier, le représenter, du coup. Parce que je pense que c'est une sorte d'écart qui se joue dans la représentation elle-même. Je pense que que le mécanisme de l'art, il est lié aussi à ça. C'est que, en tout cas, la représentation, c'est ça aussi, quelque part. Et je pense que l'art pourrait être utilisé, on peut très bien appeler art aussi, cette espèce de méta-représentation qui consisterait à travailler, non pas des représentations physiques et en objets, mais plutôt de travailler la distance qui existe entre un objet et sa représentation. En sachant que là, il ne s'agit pas forcément de penser ici l'idée qu'il y aurait une image d'un côté qui serait fausse et un réel qui serait concret de l'autre, mais pensez plutôt quelque part qu'il y a des conflits entre différents modes de représentation. Ça veut dire que le rapport par exemple, entre le travail, c'est pas le travail qui serait réel et l'argent qui serait abstrait, mais plutôt l'idée que le travail est un type d'abstraction particulier aussi, est un type de représentation, mais qui passe par le corps, par un médium qui suit du corps. Alors que l'abstraction de l'argent, c'est un médium qui passe par un objet qui s'échange. Donc il s'agit de penser qu'il y a un conflit entre différents modes de représentation, quelque part, qui se jouent. Voilà. Mais on peut en effet penser le travail comme étant une performance. Voilà. On peut se dire c'est que le travail c'est une performance, et l'argent c'est une sorte de technologie collective très puissante qu'on peut s'échanger comme ça, un système de... Mais voilà, la question c'est comment penser ici les écarts qui se jouent, les relations, les écarts et les conflits qui se jouent entre différentes modes d'accès aux choses, un petit peu. Voilà, c'est dans ce sens-là, quoi, du coup. L'argent est un mode d'accès aux choses, le travail est un mode d'accès aux choses. On peut les penser comme des modes d'accès qu'on peut penser plastiquement. Et comment penser plastiquement cet écart entre ces deux modes d'accès qui est un enjeu politique et philosophique et qui semble créer beaucoup de souffrance, en tout cas selon une lecture inspirée en grande partie de Marx sur le sujet. Voilà, bon. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je pourrais du coup essayer de le définir. Voilà, et donc du coup, c'est une question aussi, par exemple, comment faire pour avoir de l'argent? Voilà, c'est-à-dire que, est-ce que l'argent, par exemple, est une pratique... Est-ce qu'on peut déjà dissocier l'argent et le travail? Souvent, dans l'économie, on lie les deux, mais peut-être qu'on peut les dissocier. Du coup, quelque part, c'est une question. Que représente l'argent? Est-ce que si l'argent est un médium, si l'argent représente quelque chose, si c'est quelque part disons, similaire à un objet
artistique, qu'est-ce que ça représente? C'est une question. Et le travail aussi. Hein, le travail et la performance de travail. On travaille, on a l'impression qu'on... Parce que c'est pareil, on dit... on a l'impression qu'on travaille pour avoir de l'argent. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que le travail représente l'argent? Peut-être pas. Peut-être qu'on travaille pour d'autres raisons. Donc pourquoi on travaille? Pourquoi on travaille? Et même aussi, que représente le travail? Hein, que représente le travail? Est-ce que le travail n'est pas une représentation? Moi, je pense que c'est le cas. Je pense qu'on peut penser le travail comme étant un type de performance, quelque part, naturalisé. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette question de naturalisation, parce que moi, ce que je pourrais dire, c'est que ce que je travaille, c'est la naturalisation, en fait, la naturalisation culturelle, on pourrait dire, la naturalisation de l'art. Ça veut dire que quand quelque chose se nomme comme art, il se montre comme art. C'est-à-dire souvent comme fiction, comme étant quelque chose qui n'est pas, disons, voilà, l'art, et même de manière générale, ce qu'on pourrait appeler la culture, même si c'est un terme qui est un petit peu ambigu, l'art, j'ai l'impression, en tout cas dans l'Occident, beaucoup, et c'est peut-être sous ce terme-là, c'est peut-être que dans l'Occident qu'on peut utiliser ce terme d'art en ce sens-là, hein, dans l'idée que l'Occident se fonde sur la division entre nature et culture. En tout cas, c'est uniquement dans des civilisations qui auraient séparé nature et culture qu'on pourrait se poser comme tel. C'est comme si l'art s'opposait à la nature. Hein, il y a une sorte de... On pourrait le voir comme étant l'art, moi j'ai un peu envie de le voir comme ça, l'art c'est toujours ce qui essaye de se dissocier, il y a une sorte d'espace de distinction, on veut se distinguer au maximum de la nature, voilà, du naturel. Ce qui est une technologie intéressante parce que ça permet quelque part d'ouvrir des espaces qui sortent de ce qu'on doit appeler comme étant le naturel, etc. Bon. Et en même temps, j'ai l'impression que si on fait ça, quelque part, ça empêche de se... Ça fait porter le regard vers une forme d'extériorité, ce qui est très intéressant d'un côté, mais ça empêche aussi de se pencher sur la nature, justement, sur ce qu'on appelle nature. Et nature, ça peut être les arbres, les animaux, mais ça peut aussi être, voilà, l'argent, on a un rapport tellement... enfin, l'argent est naturalisé. L'argent, on se questionne même plus sur ce que c'est. On a l'impression que c'est presque naturel, quoi. Manger de la viande, c'est naturel. Enfin, en tout cas, on a oublié quelque part que c'était quelque chose qui s'était produit. Voilà. Et il y a quelque part quelque chose qui... C'est comme si le naturel, la naturalisation était un processus qui vise quelque part à s'inscrire dans un système d'habitude. C'est-à-dire que la différence entre nature et culture m'apparaît, pour moi, de moins en moins entre quelque chose qui serait de l'ordre du donné, du déjà là, et quelque chose qui serait plutôt de l'ordre d'une invention et d'une fiction. C'est pas le rapport tellement entre, disons, entre réel et fiction, mais c'est plutôt le rapport entre quelque chose qui serait, dont on aurait conscience quelque part que c'est une fabrication, et puisqu'on en a la conscience, on peut le modifier. Donc c'est une modalité, encore une fois, c'est une manière de se rapporter à un objet comme étant, disons, comme étant le fait qu'on a le droit de le modifier, puisque c'est quelque chose qui est une invention culturelle qu'on a fabriquée, donc voilà, on peut la fabriquer. Alors que la nature, c'est pensé comme étant quelque chose qui était déjà là, et que dans sa manière d'être profonde, il y a quelque chose qui nous échappe, qui résiste. Alors on peut le modifier, mais toujours de manière un peu superficielle, c'est que son fond, en son cœur même, il y a quelque chose qui était là avant nous, et qui, quelque part, qu'on ne maîtrise pas. Voire c'est ça qui nous maîtrise, si on veut. C'est-à-dire que nous sommes une production. Voilà. Et, or, je pense que, déjà qu'en fait, de manière générale, ce qu'on invente nous maîtrise, et que... donc en fait, nous sommes peut-être beaucoup plus manipulés par la culture que nous pensons, si on veut. Enfin, nous sommes produits par la culture, c'est ce que décrit du coup Marcus Gabriel. Mais aussi, ce qu'on appelle nature est peut-être aussi une invention. Ça, c'est plus un peu Donna Haraway qui va parler un peu de ça, quoi, du coup. Peut-être que la nature est toujours quelque part quelque chose qu'on a perçu comme tel, qu'on a appris à percevoir comme tel. Ce qu'on appelle nature semble être des inventions très anciennes, en fait. De la même manière que l'argent ou la viande sont des inventions très anciennes,
c'est des inventions très anciennes, tellement anciennes quelque part elles se, comment dire, on n'arrive pas à se rappeler du moment où on l'a inventé. Donc du coup, on l'accepte comme un truc déjà là, mais c'est parce qu'en fait des gens avant l'ont inventé il y a très longtemps. Mais il est possible que des choses que nous pensons naturelles sont aussi une invention depuis très longtemps. Peut-être que les arbres, les animaux ont été, entre guillemets, hein, bien sûr, mais inventés. Inventés il y a très longtemps. Par des humains. Peut-être que les humains ont été inventés il y a très longtemps. Voilà. Peut-être que la division des sexes a été inventée il y a très longtemps. Et peut-être même aussi que l'espace et le temps ont été inventés il y a très longtemps. Alors évidemment, le terme d'inventer, il faut aussi le penser, mais en gros, que ça a été une production, ça a été une invention, ça a été, comment dire, c'était une production culturelle, en fait. Voilà. Entre guillemets, si on veut. Parce que bon, évidemment, si tout est une invention, qui c'est qui invente, avec quels moyens, enfin, du coup, ça pose d'autres questions, c'est des questions quasiment religieuses. On peut dire, bah, c'est presque Dieu. Bon, voilà, alors là, je parle pas de Dieu ici, hein, je pourrais dire Dieu est une hypothèse, mais c'est, voilà, en tout cas, il y a cette question-là, de se dire, de penser comme tel, de se dire, c'est presque une forme de créationnisme, hein, quelque part. C'est vrai qu'il y a presque une pensée comme ça. Mais il s'agit quelque part en tout cas, c'est un idéalisme. C'est-à-dire quelque part que le monde n'est pas tel que nous le voyons. Le monde tel que nous le voyons a été inventé, a été produit comme tel. Et du coup, c'est de penser, de se dire, mais comment ça fonctionne là-dessus. Bon. Voilà. Alors bon, évidemment, il y a un écart avec le créationnisme au sens le plus littéral du terme. Hein. Là, il s'agit de le penser, disons, un petit peu philosophiquement et de manière un peu plus rigoureuse, si possiblement. Voilà. C'est de la recherche, quoi, bien sûr. Donc voilà, donc la question de l'argent, pour moi, c'est vrai que l'argent m'a posé surtout cet enjeu-là, beaucoup, parce que on voit comment l'argent, quand il nous manque, on voit comment il est réel, comment il est puissant. Et en même temps, quand on en a beaucoup, on voit que c'est juste un bout de papier. Quand on est à la Banque de France, on voit que l'argent, on peut l'imprimer comme on veut, tout. Enfin, on voit que c'est une invention. Donc en fait, quelque part, c'est que l'argent pose quelque chose de fondamental sur comment dire, la présence du réel, sur la présence de quelque chose qui nous apparaît, quoi. Avec l'argent, je peux éloigner la présence du réel. Mais si je manque d'argent, le réel s'impose à moi. Je vais avoir faim, je vais avoir soif, la mort apparaît. Et c'est comme si, du coup, la réalité s'approche de moi et me fait comprendre que c'est là, quoi. Alors que, peut-être que c'est ça, peut-être que l'argent représente, quelque part, un jeu de distance avec la possibilité, enfin, représente la puissance qu'on a, en tout cas, de s'éloigner d'une forme de réalité. Et cette puissance-là, elle est comme, comment dire, mutualisée au sein de l'espace social. C'est juste une sorte de puissance qu'on peut utiliser, voilà, c'est une sorte de puissance collective, quoi. C'est une sorte d'invocation, une puissance collective qui se matérialise dans l'argent, du coup. Dont le travail s'en mettre lié à ça. C'est comme si dans le travail aussi, il y avait une manière d'en rentrer en jeu avec une forme d'extériorité qui serait une forme de réel aussi, qui peut plus ou moins s'imposer à nous aussi, quelque part. Bon. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que dans la question du travail, dans la question de l'argent, il y a quelque chose qui est fondamentalement lié à des questions qui renvoient à l'ontologie, en fait. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Voilà, ça fait 1 heure que je parle, je vais juste mettre en pause l'enregistrement pour le relancer après, parce que j'ai peur que ce soit trop long à charger après. Donc